Bonjour et bienvenue, vous écoutez C'était ce jour-là, une série de podcasts consacrés à l'histoire des Juifs en Europe. Je suis Isabelle Birambeau, ancienne correspondante de presse à l'étranger, traductrice et rédactrice. Dans ce podcast, je vous emmène à la rencontre de ceux qui se consacrent à la mémoire de l'Holocauste. Dans cet épisode, nous retrouvons de nouveau Anna Stocker, qui nous raconte l'histoire de la villa de Wannsee, une imposante villa située dans le sud de Berlin, dans laquelle 15 dignitaires nazis se sont réunis le 20 janvier 1942 pour organiser l'extermination de 11 millions de Juifs en Europe. Elle nous explique comment, après la guerre, la villa a été transformée en mémorial grâce à l'acharnement de l'historien juif Joseph Wolf, survivant d'Auschwitz. Anna Stocker parle également des différentes étapes du travail de mémoire en Allemagne et met en lumière les différences avec les autres pays, notamment avec la France. Mais laissons la parole à cette spécialiste des relations internationales dans le département éducation et recherche à la maison de la conférence de Wannsee. Alors en 1914-15, la villa a été construite pour un industriel avec le nom Ernst Malier. Il avait assez d'argent, c'est une villa énorme avec un jardin énorme, une place extraordinaire. Avec vue sur un lac magnifique. Ça. Comme tous les quartiers, en fait, c'est plutôt des villas très très jolies. Ernst Malier, il a fait des médicaments contre l'insomnie et l'obésité. Et en fait, c'était des faux, c'était des placebos. C'était surtout sucre, du sel, des œufs. Il a fabriqué des choses et on a su ça. Donc, il a dû payer énormément d'argent à l'État. Et pour cela, il a dû vendre la villa. Et en 1921, alors, un autre industriel, Friedrich Minou, il a acheté la villa. Lui aussi était criminel. Il a volé l'organisation du gaz de Berlin, de l'argent. Il a été emprisonné et de la prison, il a dû vendre la villa à la SS et la police en 1940. Dans ce contexte-là, alors, la réunion de la conférence de Wannsee a eu lieu dans cette villa. Et après la guerre, en fait, pour un petit moment, en fait 2 ans, la villa a été dans les mains des Alliés, un groupe qui s'appelait les Ritchie Boys, donc une partie de l'armée américaine. C'était des soldats qui parlaient allemand, souvent des juifs allemands, qui revenaient en Allemagne pour, en fait, avec leur expertise de langage et aussi de savoir de la culture allemande, etc., ils ont interviewé des bourreaux, en fait. Donc, ces Ritchie Boys ont été ici. Après, de 1947 jusqu'à 1952, c'était un centre politique du Parti social-démocrate de l'Allemagne, SPD. Ça s'appelait Ernst Bebel Institut, donc Institut Ernst Bebel. Et là, c'était pour des réunions, mais aussi un centre de vacances pour ceux qui ont été membres du parti. Et à partir de 1952, la maison était un centre de classe verte du quartier Neukölln pour les élèves de Neukölln. Neukölln, un quartier assez pauvre de Berlin de l'Ouest. Et pour eux, c'était super en fait d'avoir une maison comme ça à côté du lac. C'était des vacances pour eux. Et donc, c'est intéressant parce qu'on a des photos des jeunes qui jouent au foot dans le jardin, des jeunes qui lisent des livres à côté du feu, des jeunes qui reçoivent des leçons scolaires dans la salle où on pense que la conférence a eu lieu. Donc, c'est intéressant. Et en fait, aujourd'hui, on fait des recherches sur ce qu'ils ont su, les élèves-là, sur la conférence. Et on sait que souvent, ces élèves-là ont dû écrire des livres ou des notes de ce qu'ils ont fait chaque jour pendant leurs vacances ici. Et on essaye de recevoir ces notes-là pour savoir qu'est-ce qu'ils ont su sur la conférence de Wannsee. Et à partir, en fait, ce centre a été fermé en 1988 et seulement en 1992, le mémorial a été ouvert, en fait. Ça a pris tellement longtemps
C'était contre le vœu de la société allemande. C'était surtout à cause d'un monsieur, Josef Wolf, un rescapé de la Shoah. Il a survécu à Auschwitz. Il est venu à Berlin en 1952 et il s'est battu pour qu'il y ait un centre de documentation international ici dans la maison. Et il s'est battu contre tout le monde. Personne ne voulait cette maison, personne n'était intéressé. Les Allemands n'ont jamais voulu parler de leur passé. Et il était assez seul. Et il a trouvé des personnes qui ont été avec lui, mais c'était un petit nombre. Il y avait des Juifs rescapés qui vivaient en France ou en Angleterre qui lui ont dit pourquoi tu vis dans le pays des bourreaux? Qu'est-ce que tu fous là-bas? On n'a pas compris, mais c'était son but. Son but était vraiment d'apprendre aussi aux Allemands qu'est-ce qu'ils ont fait. Il s'est suicidé en 1974, après que sa femme était morte. Et il a laissé une lettre à son fils où il a écrit, je cite, « J'ai écrit 18 livres sur le Troisième Reich et ça n'a rien fait. Tu peux te documenter à mort chez les Allemands. Il peut y avoir le gouvernement le plus démocratique à Bonn et les meurtriers de masse sont libres en leur petite maison et plantent leurs fleurs. » Et ça, je trouve, c'est une citation assez forte parce qu'elle décrit très bien qu'est-ce qui se passait en Allemagne après la guerre. Presque personne n'a été convoqué au tribunal. Ils sont revenus dans leur vie, dans leur travail, dans leur famille et ils ont pu faire comme si rien ne s'est passé. Si on regarde de l'autre côté des rescapés, des survivants, alors ils n'ont pas eu de maison, ils n'ont pas eu de famille, ils n'ont pas eu de travail, ils n'ont pas eu de patrie. Donc, c'est tellement injuste, mais si on regarde ça, on peut comprendre pourquoi ça a pris tellement de temps d'établir un mémorial. Comme les policiers, les juristes, les professeurs, tout le monde faisait partie du génocide, alors personne ne voulait en parler parce qu'ils ont été liés à ça. Et qu'est-ce qui a fait changer ce processus? Je pense que c'était surtout qu'il y avait une nouvelle génération, les fils et filles, mais aussi parfois les petits-fils et petites-filles qui ont voulu changer des choses. En Allemagne, pour la plupart des mémoriaux, c'était les individus, les civils qui ont créé les mémoriaux, qui ont parlé du passé, qui ont voulu changer la société. Ce n'était pas l'État dans le temps. On dit des mouvements des années 60, 70 qui ont changé beaucoup en Allemagne, et ça c'était souvent aussi le combat dans la famille contre les pères et les mères, contre ceux qui ne voulaient pas parler, contre ceux qui encore étaient de droite ou antisémites ou encore croyaient que le régime nazi était bien. Donc ça a pris du temps, ça a pris une génération ou même 2 générations pour changer cette société. On a parlé de la transformation de la maison dans un mémorial à l'initiative d'une personne. Et donc ensuite, c'est l'État allemand qui a pris le relais. Comment ça s'est passé? Oui. À partir de 1992, la maison a été dans les mains de l'État. Et aujourd'hui, c'est l'État et Berlin qui financent la maison. On a chaque année environ 100 000 visiteurs. Et 2/3 de ça sont des personnes qui sont individuellement intéressées à ce thème et qui viennent ici. C'est super. Nous, dans les départements éducatifs, on travaille surtout avec les adultes et pas avec les élèves. On essaye de travailler avec les groupes qui ont été participants pendant la réunion, donc les ministères, l'administration, la police, mais aussi le militaire allemand aujourd'hui, parce qu'on dit qu'il y a une responsabilité de ces organisations-là de travailler sur le passé et d'apprendre pour le futur. Moi, je travaille souvent avec les professeurs d'école et d'université. Aujourd'hui, c'est vraiment officiel, c'est un centre, beaucoup de visiteurs viennent. Comme c'est un endroit où on parle des bourreaux, le langage
et celui des bourreaux. Les documents sont nazis des bourreaux. Donc, c'est très important de se distancier et de montrer toujours de l'autre côté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de parler, par exemple, de évacuation, un de ces mots nazis? Qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui ont été déportés? Qu'est-ce que ça veut dire? On doit toujours parler de ceux qui ont été affectés par les lois ou par la déportation, ou par la politique nazie. On doit se distancier des mots nazis, ce qui n'est pas facile si on parle allemand et le langage est allemand. Comme je vous ai dit, j'ai travaillé en Israël longtemps. Alors là, c'est différent si on parle anglais ou hébreu et on utilise des mots allemands. C'est clair pour tout le monde que ce sont des mots nazis. Mais si je parle allemand, le langage des nazis allemands, alors je dois toujours expliquer qu'est-ce que ça veut dire évacuation, qu'est-ce que ça veut dire métis, qu'est-ce que ça veut dire solution finale. Donc ça, c'est important et toujours de dire, nous avons la perspective des nazis, mais on doit montrer la perspective de ceux qui ont été tués, qui ont été déportés, qui ont survécu. Comme j'ai dit, les Allemands sont revenus dans leur vie après la guerre, les Juifs pas. Souvent, ils n'ont pas voulu retourner dans leur pays natal parce qu'il y avait la Shoah. Donc ça, c'est un peu difficile parfois. On fait un travail très fort sur les documents, aussi sur les photos. Qui a fait les photos? Dans quel contexte ont été faites les photos? Pourquoi on montre les personnes de telle et telle façon? Et je pense que c'est différent, par exemple, si je travaille avec les Français et Allemands, c'est différent entre Français et Allemands. On doit travailler différemment avec les Allemands qu'avec les Français parce que c'est la même langue. Et parce que aussi c'est plus émotionnel parfois, parce que c'est l'histoire de la famille. Et justement, comme vous vous occupez des relations franco-allemandes, qu'est-ce que vous avez constaté comme différence dans le traitement de la mémoire? Je pense qu'il y a une différence pédagogique très forte, comment on traite le thème. Comme je disais, en Allemagne, c'est émotionnel plutôt. Je dis maintenant, les générations qui sont maintenant les élèves, c'est très loin pour eux déjà. Mais la deuxième, troisième, quatrième génération, c'était le grand-père, l'arrière-grand-père. Ils ont connu ce monsieur. Donc, il y avait une différente approche. On devait parler plus doucement peut-être aussi, de ne pas perdre les jeunes là. Il y avait en Allemagne ce règle qui s'appelle en allemand Überwältigungsverbot, je traduirais comme ça, l'interdiction de traumatiser. Par exemple, on a souvent dit il ne faut pas utiliser trop les photos qui sont tellement horribles que si on regarde ça, on ne veut plus rien entendre. L'idée était de ne jamais devenir, encore une fois, bourreau. Ça, c'était l'idée derrière le travail pédagogique. On ne veut plus jamais devenir bourreau. Donc, comment on peut transmettre ça et transmettre l'histoire sans traumatiser les jeunes, sans les culpabiliser trop? L'idée pédagogique était d'élever les jeunes avec cette idée de ne jamais devenir bourreau, d'apprendre du passé, de savoir qu'il y a une responsabilité, mais pas les traumatiser, pas être trop moraliste, de ne pas les perdre en fait. On a essayé de ne pas utiliser les photos trop traumatisantes, comme les montagnes de corps par exemple, et il fallait comprendre comment les bourreaux sont devenus des meurtriers de masse, sans oublier le côté aussi victime. Et donc, je pense que ce côté-là n'a pas été le cas en France. Surtout aussi parce qu'au début, c'était un pays de résistants, entre guillemets, mais ça, c'était l'idée générale. Donc, il ne fallait pas se battre avec ce passé difficile. En Allemagne, il n'y avait pas de choix à un certain moment. Donc, par exemple, aussi dans cette exposition, mais aussi si on travaille à l'école, toujours c'est la question quel document on utilise, pourquoi on utilise ça, comment on parle de la Shoah. Et ça, si je travaille avec les Français, souvent j'ai l'impression que les Français sont plutôt historiens
Il donne beaucoup de dates, beaucoup d'informations, et les élèves savent beaucoup, mais ce côté émotionnel ou, je ne sais pas, plutôt civique n'est pas là, qui est compréhensible, hein, je ne dis pas, mais j'avais un séminaire à Paris une fois et un des professeurs a montré une photo d'exécution de masse où on voit les femmes nues qui courent vers, en fait, d'être fusillées. Et je lui ai demandé, mais pourquoi vous montrez cette photo? À quoi ça sert? Et ça, c'est une question. Si vous allez dans l'exposition, vous ne voyez jamais les photos pareilles. Si on voit l'exécution de masse, alors on voit les bourreaux, mais pas les victimes. Parce que l'idée, c'est aussi, les Allemands ont tué les victimes. Les Allemands ont photographié les victimes pendant qu'ils ont tué les personnes. Et maintenant, si on met une photo pareille dans notre exposition ou dans le livre manuel de scolaire, est-ce qu'on ne maltraite encore une fois? Et ça, c'est, je pense, une idée qui est là, ici dans les mémoriaux très fort et en France pas. Mais je comprends pourquoi. Hein. Il y a un respect très fort des victimes. C'est ça, parce qu'on a le rôle des bourreaux, donc on doit traiter différemment aussi les victimes. Faire plus attention, choisir bien les documents. Et il y avait aussi une tendance en Allemagne de se vraiment concentrer seulement sur les bourreaux, de savoir exactement qu'est-ce qu'ils ont fait, quoi et quand, et oublier les victimes. Et ça, c'est aussi maintenant très fort dans les mémoriaux, mais aussi dans les écoles, de parler, de donner une voix aux victimes, de montrer les documents bourreaux, mais aussi montrer l'autre perspective. Parce que seulement ensemble, on comprend vraiment qu'est-ce que ça veut dire, hein, si on prend l'exemple de déportation. Et donc, travailler avec d'autres pays aide à compléter, en fait, cette vision. Je pense aussi, si j'avais des séminaires franco-allemands pour jeunes ici, et travailler ensemble, ça montre les différentes perspectives. D'abord, il fallait toujours aussi apprendre aux autres le travail de mémoire de France et d'Allemagne, parce qu'ils ne connaissaient pas les différences. Mais je trouve que c'est très important, oui. Parce qu'à l'étranger, souvent, on pense l'Allemagne, elle fait un travail super. Elle est le maître de mémoire, de travail de mémoire. Et je dirais officiellement, ça va, c'est bien. Mais si on regarde sur la société, c'est pas vrai. Comme dans tous les pays européens, maintenant, il y a une masse de droite qui grandit. Et j'ai des collègues de mémoriaux dans les régions où le AfD, le parti extrême droite allemand, a gagné beaucoup de voix. Et ils sont en danger. Ils ont peur de leur vie parfois. Ils ont aussi peur que leur établissement va être fermé si le AfD gagne encore plus de voix. Donc, on n'est pas sûr sur ce cas-là. On doit encore travailler et se battre pour que cette histoire ne s'oublie pas, pour que les personnes de droite ne vont pas cacher ça, encore une fois, derrière d'autres événements de l'histoire, je dirais. Justement, c'était une de mes questions. Vous avez remarqué depuis la création de l'exposition, j'imagine aussi avec le traitement de la mémoire historique en Allemagne, est-ce que vous avez remarqué différentes phases et dans l'évolution de cette réflexion sur la mémoire et l'impact voulu sur les jeunes ou sur les autres générations? Est-ce que vous avez constaté des étapes? Oui, en fait, l'exposition qu'on a maintenant, c'est la 3e déjà. La première exposition qui a été ouverte en 1992, c'est une exposition qui voulait montrer en fait tout le passé et c'était beaucoup sur en fait les victimes, mais avec des photos horribles, comme je disais, qu'on a changé beaucoup. C'était plein de documents, plein d'objets aussi très beaucoup, il y a un peu trop, je dirais, de matériaux, de choses à voir. Après, c'est devenu une exposition comme un livre d'histoire plutôt. Beaucoup de textes, très distants, très corrects. Et maintenant, c'est une exposition on n'a pas beaucoup de matériaux, on n'a pas du tout d'objets, et c'est une exposition avec l'idée de design
pour tous. Donc, on a remarqué qu'il y a toujours les mêmes personnes qui viennent dans les mémoriaux, ceux qui sont intéressés déjà. Mais on veut intéresser d'autres personnes, des personnes qui ne viennent pas normalement, donc, parce qu'ils ne peuvent ou ne veulent pas. Hein. Donc, cette exposition est construite pour que, par exemple, des personnes en chaise roulante peuvent aller partout, des personnes qui sont aveugles trouvent des chemins, et aussi la langue de braille. Des personnes qui n'entendent pas ont des possibilités de voir tous les textes en vidéo. Il y a une réduction de textes énorme parce qu'on s'est aperçu que beaucoup d'élèves ne veulent plus lire trop. On les perd si on a trop de textes. On ne peut pas parler de toute l'histoire des années 20 jusqu'à aujourd'hui, donc on a réduit ça aussi. On a essayé de parler aussi beaucoup sur l'histoire aujourd'hui et la création du mémorial et la société allemande après la guerre. Parce que là, il y a des liens avec les jeunes aujourd'hui. On essaye en général toujours de faire un lien avec aujourd'hui, sinon ils se demandent mais à quoi ça sert ou bien quel est le point pour moi d'apprendre cette histoire. Donc ça c'est une chose qui est importante aujourd'hui, c'est d'intéresser les jeunes différemment parce que c'est plus le grand-père, c'est l'arrière-grand-père. Donc pour eux c'est une histoire très lointaine et ils ne veulent pas aussi être responsables de cette histoire. Donc, on doit travailler différemment. Et donc, avec la montée de l'extrême droite, vous avez peur que les jeunes ne s'intéressent plus du tout à cette histoire, que ça n'ait plus du tout d'impact sur eux? Oui, ça, on a peur qu'ils n'ont plus d'intérêt. Ce qu'on a vu maintenant depuis le 7 octobre, c'est aussi une montée d'antisémitisme. Donc, on essaye toujours maintenant aussi de parler plus sur l'antisémitisme du passé, mais aussi aujourd'hui. Quand on a des séminaires, on fait toujours un atelier sur l'antisémitisme aujourd'hui pour montrer qu'est-ce que c'est en fait, comment on voit si c'est antisémite ou pas, de donner des outils aussi aux professeurs pour leur travail à l'école. Donc là aussi, on est devenu plus active aujourd'hui sur des thèmes d'aujourd'hui, pas seulement du passé, parce que c'est très fort lié avec notre histoire de la maison. Et on a vu que pas seulement l'extrême droite gagne plus de voix, mais aussi l'antisémitisme peut être propagé dans la ville sans qu'il y ait des problèmes. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose par rapport au travail que vous réalisez ? Peut-être, je voulais dire qu'il y a plusieurs mémoriaux maintenant en France et en Allemagne où on a des postes comme le mien, franco-allemand, parfois payés par l'OFAGE, parfois pas, parce que mon poste a été aussi financé par une partie par l'OFAGE. Mais qu'on a vu que c'est très important aussi de parler du passé, mais de deux regards croisés. Hein. Et mon but, c'est vraiment aussi de travailler plus entre les différents mémoriaux, parce qu'on a souvent les mêmes problèmes ou les mêmes questions. Et on a fait ça maintenant avec Isieux, par exemple, qu'on s'est échangé sur comment on peut faire une visite guidée franco-allemande ou des séminaires franco-allemands, comment on peut établir un peu les mêmes choses peut-être. Et vous avez d'autres mémoriaux en France avec qui vous travaillez ? Oui, c'est le mémorial de la Shoah à Paris. C'était le camp des Milles, on voulait travailler ensemble. Je ne sais pas si ça aura lieu maintenant. Et vous avez des collaborations avec d'autres pays aussi sur la question de la mémoire ? Nous, oui, on a régulièrement avec la Hollande, la Anne Frank Stichting vient chaque année. On a maintenant eu une collaboration avec Lublin, Théâtre NN, Grodzka Gate, où on a fait aussi une exposition sur la Opération Reinhardt oder Action Reinhardt. Donc, on essaye de collaborer de plus en plus avec d'autres aussi, de faire ça régulièrement, parce que pour moi, en tout cas, personnellement, mais aussi professionnellement, j'apprends beaucoup si je regarde d'une autre perspective sur nous, mais aussi sur d'autres
c'est très, très enrichissant. Merci beaucoup Anna Stocker pour cette interview qui était vraiment passionnante et je vous remercie vraiment du fond du cœur d'avoir accepté de la faire en français. Avec plaisir. Ce podcast a entièrement été réalisé par Isabelle Birambeau. Je remercie chaleureusement Anna Stocker pour le temps qu'elle m'a accordé pour cette interview.